différent des autres. Vous allez devoir me supporter un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai pensé en effet qu'il serait intéressant, pour une fois, étant donné l'accélération des événements en Syrie ces 2 derniers mois, de consacrer une séance pour essayer d'extraire quelques éléments de ces événements et de débattre librement entre nous, par des interventions peut-être plus substantielles que d'habitude, c'est-à-dire plus longues, et aussi par un débat ouvert, par des questions, etc., ce qui nécessiterait un peu de discipline dans les interventions, mais je crois que cela ira très bien une fois que j'aurai lancé la discussion. Alors, en effet, depuis début avril, on a assisté à une série d'événements. On pourrait penser qu'il y a un tournant, pas nécessairement dans le bon sens, mais qu'il y a un tournant en Syrie. Il y a d'abord, bien entendu, l'attaque chimique à Khan Sheikhoun le 4 mai. Il y a le bombardement américain de la base, le 7 avril, pardon. Il y a le bombardement américain de la base aérienne de Shayrat à proximité de Homs le 7. Et puis il y a le 14 avril le transfert de la population de Zabadan et de Mandaya vers le nord, suivi par d'autres transferts dans d'autres régions. Il y a l'accord d'Astana le 4 mai, la prise d'Otapka par le PID le 10 mai, la 6e session des négociations de Genève le 16 mai, et puis le massacre de Aqareb et le bombardement de Salamiyeh le 25 mai. Voilà un ensemble d'événements pour lesquels on peut en tout cas tirer un certain nombre de thèmes qui méritent qu'on en discute en profondeur. Le premier thème me semble concerner la politique américaine en Syrie et au Proche-Orient en général. Est-ce qu'il y a vraiment un changement de l'attitude des États-Unis, changement qu'a exprimé ou confirmé, ou qu'aurait confirmé le bombardement de Shayrat et toute une série d'événements et de déclarations qui se sont passées après. On sait que l'élection de Trump a été reçue favorablement par le Kremlin, par le gouvernement syrien, par d'autres forces locales dites de la Moumanara. Bon. Et puis, donc, aucune d'elles et aucune de nos forces n'imaginait une rupture dans la politique américaine et qui serait opérée par Trump. Or, il y a eu un changement. Bon, maintenant, on va voir, on discutera jusqu'à quel point. Mais j'attire votre attention sur un certain nombre de déclarations et de faits. Le premier, c'est le 5 avril, c'est-à-dire le lendemain de massacre chimique à Khan Sheikhoun, il y a une résolution très dure du Congrès qui rappelle les antécédents du régime Assad, qui le condamne pour recours aux armes chimiques, pas seulement dans la route, mais aussi à plusieurs reprises après, et qui dénonce l'attitude de la Russie qui soutient Assad, qui appelle le Conseil de sécurité à agir et réaffirme que Bachar a perdu toute légitimité comme président de la Syrie. Bon, c'était le 5 avril. Déclaration très dure de Trump le 12 avril, selon laquelle, très peu diplomatique, selon laquelle, quand on balance du gaz, des bombes et des barils d'explosifs au milieu d'un groupe de gens, on est un animal. Bon, Bachar al-Assad est un animal. Déclaration officielle du président américain. Révélation le 15 mai du four crématoire à Saïdnaya, qui sert, je cite,
à dissimuler l'étendue des meurtres de masse perpétrés dans cette prison, information qui était de toute façon connue de l'administration Obama, parce que les photos aériennes remontent certaines à 2013, à 2015, à 2016 et à 2017. Donc l'administration américaine était au courant. Mais ça a été révélé de cette manière pour la première fois par cette nouvelle administration. Et puis il y a le bombardement le 16 mai par l'aviation américaine de milices irakiennes, pro-iraniennes, à Al-Tanaf, près de la frontière jordanienne. À cela se sont ajoutées plus tard des attaques répétées de Trump et de Tillerson contre l'Iran, couronnées le 21 mai à l'issue du sommet de Riyad par une déclaration très dure à l'égard de l'Iran, considérant l'Iran comme un État subversif et qui est responsable et qui menace la stabilité régionale et favorise l'extrémisme et le terrorisme. L'administration Trump a paru très déterminée, en même temps, plus déterminée en tout cas que l'administration d'Obama, dans la lutte contre Daesh. Elle a renforcé son soutien au PID en lui fournissant des armes et même en envoyant des chars et des blindés parader dans les rues de Qamishli. Bon. Le secrétaire à la défense américain Mattis a précisé que les forces de la coalition allaient désormais mener une campagne d'encerclement et d'annihilation de Daesh, et ce qui veut dire de ne pas laisser des éléments de Daesh fuir de la région où ils se trouvent. Cela est important à mon avis parce que durant les mois à venir, on en discutera, ou peut-être durant même les semaines à venir, il va y avoir une course entre les Américains et les Russes pour le contrôle du désert syro-irakien. Cela paraît, selon les déclarations des uns et des autres, on sent qu'il y a un changement à ce niveau et que aussi bien le régime syrien des Russes essaie de pousser son avantage à l'est de la route orientale et en direction vers la steppe, vers le désert syrien. Donc, avec l'intervention américaine dans le sud contre des forces, des milices irakiennes, il y a des questions à se poser. Voilà, si vous voulez, un premier point qui, je pense, mérite que l'on discute. Est-ce qu'il y a une nouvelle politique américaine en ce qui concerne la Syrie et le Proche-Orient? Et s'il y en a une, comment imaginez-vous, quels sont les axes et quels pourraient être les axes de cette politique? Voilà un premier point. Le deuxième point est une question très discutée parmi les Syriens, mais à mon avis qui n'a pas été prise au sérieux par nos amis français en général. Ça concerne le changement démographique à l'œuvre en Syrie et ses perspectives. Il y a des gens qui pensent que c'est un fantasme, qu'il n'y a pas de changement démographique, qu'il n'y a pas une politique délibérée de la part du pouvoir syrien, des Russes et des Iraniens de changer radicalement la situation en Syrie, que ce qui se passe, d'ailleurs on entend ça chez certains de gauche en France, comme quoi s'il y a exode, c'est normal, en cas de guerre il y a exode. Bon, donc ce n'est pas quelque chose qui est délibéré. Pour le régime en tout cas, il s'agit dans ces agissements de sécuriser, entre guillemets, les localités entourant Damas, de se débarrasser de centaines de milliers de victimes de sa propre politique néolibérale
qui avait obligé les paysans pauvres de la Jazira et d'ailleurs à s'agglutiner autour des grandes villes, et qui sont traités par la propagande du régime en des termes quasiment racistes. Vraiment toute la ceinture de pauvreté autour de grandes villes, etc. Bon, donc par ce mouvement de déplacement de la population, on se débarrasse aussi de cette population, ces classes dangereuses, disons. Pour la Russie, il s'agit de réduire autant que possible les zones rebelles. Sous couvert de réconciliation, d'habitude, les Russes interviennent dans ce qu'ils appellent des réconciliations. Donc, et les réconciliations se terminent le plus souvent par des déplacements de population. Pour l'Iran, les choses sont différentes. Et j'y reviendrai, il y a beaucoup de déclarations très nettes de la part de responsables qui voient les choses autrement. Bien sûr, stratégiquement, il s'agit pour les Iraniens de sécuriser, entre guillemets, la ligne qui va de Téhéran à Bagdad, à Damas, au Liban, de vider la frontière syro-libanaise de tout élément qu'ils peuvent considérer comme anti-Hezbollah. Bon. Et bon. Je rappelle une déclaration qui n'avait pas été aussi très prise au sérieux de Bachar al-Assad fin octobre 2016, disant, alors que la moitié des Syriens, la moitié de la population syrienne était déjà déplacée, disant que le tissu social en Syrie est maintenant meilleur de ce qu'il était. Bon, vous vous rappelez de cette déclaration? Donc on sent qu'il y a quelque chose aussi qui était à l'œuvre dans ce nettoyage, entre guillemets, confessionnel. Cette volonté de nettoyage et son caractère confessionnel, je crois, a été très clair depuis la prise de Qusayr par le Hezbollah en avril 2013. Et puis, la méthode a été éprouvée en Palestine en 1947-48. C'est-à-dire, on encercle une population, on lui laisse un seul passage. On lui laisse un seul passage, et ce passage doit se mener vers le Liban, vers Assal, vers le Akkar, etc. C'est-à-dire, on laisse, vous voulez avoir la vie sauve, vous allez par là. Donc, en dehors du pays. Et puis, cela s'est passé à Homs, quand la vieille ville a été évacuée de force en mai 2014 vers le War et vers le nord de Homs. Et on l'a analysé comme une volonté d'assurer une sorte de continuité territoriale dans ce qu'on a appelé la Syrie utile, Souria al-Moufid. Et encercler, affamer des zones qui échappent au contrôle du régime, en mettant les gens devant cette alternative, mourir ou partir. Aujourd'hui, enfin, il y a cette dernière année, on a vu de manière très douloureuse dans la route à Daraya et à Mardamiye. Et puis, on le voit en ce moment même à War, à Homs, où les gens sont déplacés aussi vers le nord, vers la région d'Idlib. Et ce qui m'a personnellement attiré l'attention et montré aussi la gravité de la chose en ce qui concerne l'accord concernant Zabadani et Madaya, c'est que cet accord concerne en même temps Kafraya et El Foura, les deux villages chiites dans la région d'Idlib. Et on a parlé de la possibilité d'installer la population de Foura et de Kafraya à Zabadani et Madaya. Donc un changement démographique dans les deux régions selon un critère purement confessionnel. Bon, ce qui bien entendu ne fera que exacerber les sentiments confessionnels communautaires dans le pays. Et à cet égard, des responsables chiites irakiens ne cachent pas
qu'ils suivent une politique délibérée pour installer des familles chiites irakiennes dans la région de Damas. C'est une déclaration qu'on a entendue tous du chef des Nujaba, cette milice irakienne, disant que nous allons re-chiiser Alep, comme quoi Alep était chiite au Moyen-Âge et qu'on allait la re-chiiser maintenant en installant des... Bon, c'est une déclaration réelle qu'on a entendue. Et on sait qu'il y a des achats immobiliers qui se multiplient aussi dans certaines régions de Syrie, surtout dans la région de Damas. Donc c'est un deuxième point, à mon avis, qui mérite d'être... Parce que quand on en parle souvent, on dit oui, mais vous fantasmez, c'est-à-dire comme si parler de politique confessionnelle, ça veut dire que nous sommes confessionnels, bon, ou confessionnels ou communautaristes, mais c'est une chose qui est réelle, et selon la réalité du terrain et dans les déclarations des responsables iraniens et irakiens. Bon. Le troisième thème qui me semble très important, c'est celui des accords ou du mémorandum d'Astana. D'autant plus que dans 3-4 jours, le 4 juin, en principe, il va y avoir un nouvel événement, puisque les fameuses zones de désescalade prévues dans ce mémorandum, on va nous révéler la carte de ces régions. On sait que dans ce mémorandum, le premier point dit qu'on va... Les trois protagonistes qui se présentent comme des garants de cet accord sont la Russie, la Turquie et l'Iran. De toute évidence, l'accord d'Astana marque un recul de la Turquie. Recul qu'on constate depuis des mois, surtout après la tentative du coup d'État en Turquie. Bon. Mais en tout cas, il y a un recul net, parce que la Turquie qui est passée de l'idée de zone de sécurité au nord du pays ou de zone d'exclusion aérienne, etc., accepte cette histoire de zone de désescalade dans 4 régions du pays. La région d'Idlib, avec des extensions vers les provinces de Latakia, d'Alep et de Hama, et qu'à l'intérieur de ces zones de désescalade, il y aurait des zones sécurisées, ils appellent des zones sécurisées Manataq Amina, dans lesquelles seront installés par les forces armées des 3 garants des postes d'inspection et de fouille et des postes de contrôle, avec la menace. Les représentants des oppositions syriennes avaient réclamé que la réunion ne porte pas uniquement sur le cessez-le-feu et la consolidation du cessez-le-feu, mais qu'on traite de quelques problèmes et de quelques signes en direction d'une solution politique, notamment la libération des prisonniers. Bon. Or, cela a été bien sûr complètement évacué, et moi je crois que cette histoire de zone d'escalade est un nouveau lapin sorti du chapeau de Poutine, quoi. Bon. Pour contourner un peu à la fois le processus de Genève, mais aussi toutes les revendications très raisonnables d'ailleurs des différentes oppositions syriennes. Et alors, dans les accords, dans le mémorandum, il y a une clause comme quoi ils vont former un groupe de travail pour dessiner la carte des zones, et que ce groupe de travail doit donner ses cartes le 4 juin, avant 2 semaines, ils disent, mais ça va être le 4 juin. Là, maintenant, on sait. Donc, dans quelques jours. Donc là, on verra à quelle sauce, disons, ces zones de sécurité vont être... bien sûr, si vous remarquez que les zones de désescalade sont toutes des zones qui
échappe au contrôle du régime syrien. Bon. Donc, grosso modo, ça dit ce qui est à vous est à vous, ce qui est aux autres, on discute. Bon, c'est-à-dire, il y a dans ces zones d'escalade déjà la volonté de partager le pouvoir, disons, et partager le pouvoir avec qui? Probablement avec les seigneurs de guerre qui sont installés là. Bon, n'oublions pas quand même que les relations entre ces différents seigneurs de guerre se sont très sérieusement détériorées ces derniers temps, comme on l'a vu dans la route 1, où il y a eu de vrais massacres interfactions djihadistes en Syrie entre Hayat Ahrar al-Sham et Jaish al-Islam et Faydaq al-Rahman et je ne sais pas quoi. Bon, avec des déclarations très très dures les uns contre les autres, etc. Donc voilà un troisième thème que je vous soumets en espérant bien sûr que des éclairages des uns et des autres pour aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe. Le premier thème, est-ce que vous pensez qu'il y a l'annonce en tout cas d'une nouvelle politique américaine en Syrie et au Proche-Orient? La grande question. Il y a un changement qui détache l'administration américaine de la tradition d'Obama de s'éloigner de la région. Trump, il n'est pas seul. S'il est seul, c'est catastrophique, mais heureusement, il a gardé la même équipe, plus ou moins, qui s'occupait du dossier syrien avec l'ambassadeur Ratney, qui est en charge toujours du dossier. Il a nommé 2 conseillers à la Maison-Blanche qui sont jeunes diplomates, qui connaissent très bien la Syrie parce qu'ils ont déjà effectué des études à Damas et ils parlent couramment l'arabe, ce qui n'était pas le cas de l'administration précédente. Il faut savoir que dans l'administration précédente, celui qui s'occupait de la Syrie, c'était Bob Maleh, qui est un admirateur de l'Iran et de la civilisation persane, ce qui est pas méchant en soi, mais à savoir que dans son bureau, il y a le portrait de Hassan Nasrallah, etc., etc. Voilà. Par contre, la frappe de la base aérienne de Shayrat, elle n'a pas été suivie. C'était réellement une frappe de colère. Il n'y avait rien en vue de faire ensuite. Et aussi, elle a été une frappe symbolique parce que ceux qui connaissent la base, ils se sont rendus compte très rapidement que les dégâts étaient très limités et que la majorité des avions fonctionnels ont été retirés la veille et on a laissé seulement des avions qui datent de la guerre de 67. Là, récemment, la frappe du convoi irako-iranien qui s'approchait de Tanaf, à la frontière avec l'Irak, c'était un message beaucoup plus dur que la frappe contre la base aérienne. Là, on voit bien le travail, pas de seulement coup de colère de Trump, mais un travail d'un groupe de militaires. Il faut savoir que Trump, il a beaucoup de militaires dans son équipe à la Maison-Blanche, qui mettaient les lignes rouges à l'action iranienne en Syrie. Et pour l'anecdote, quand il y a eu cette frappe du convoi, il y avait une réunion à Amman entre un représentant de l'administration américaine et un représentant du Kremlin. Et les Russes n'étaient pas du tout au courant de cette frappe, contrairement à la frappe de Shayrat. Alors il y avait une tension énorme dans la réunion, et il y avait des témoins, mais les Russes ils ont compris que voilà, la ligne rouge est là. Et à partir de cette ligne rouge, il faut voir comment ils vont s'arranger avec les Américains. Ce qui paralyse un peu l'administration américaine, c'est le fait qu'il y a une enquête sérieuse sur le rôle de la Russie dans les élections de Trump.
cela peut réellement paralyser l'engagement de Trump ou son administration. Peut-être lui, il est plus réticent, mais son administration actuelle est beaucoup plus offensive. Cette enquête, si elle avance un peu plus, on a vu que son gendre il est impliqué, on voit tous les jours des révélations. Il se peut que l'enthousiasme américain a stoppé un peu l'avancée russe et le contrôle russe massif de la Syrie soit mis en question. Pire que l'administration Obama, on ne risque pas d'en avoir. Bien entendu, je ne fais pas un jugement général, parce que pour les Américains, l'administration Obama était tout à fait positive. Moi, je parle uniquement du dossier syrien. Quand Fred Hoff s'est adressé à Obama en parlant des centaines de milliers de morts en Syrie, Obama, très cyniquement, contrairement à l'image qu'il nous renvoie, il a dit « Mais pourquoi vous voulez que je me soucie des morts syriens plus que les morts au Népal ?» Ce qui est en soi pas méchant, mais pour répondre à une sollicitation, c'était un peu cynique. De plus, Obama est là à juste titre, et on pourra en discuter, quand il a signé l'accord nucléaire avec les Iraniens, il a considéré que les Iraniens, ce sont des ennemis rationnels, et que nos amis dans le Golfe sont des amis irrationnels. Et je ne sais pas s'il avait tort ou il avait raison. Vu l'action de la diplomatie iranienne, je crains qu'il avait plutôt raison. Voire, voilà. Maintenant, la politique américaine n'est pas encore... on n'a pas mis les points sur les i. Il y a des gens bien dans l'administration qui s'occupent de la Syrie, comme j'ai dit au début. Il n'y a pas de vision du tout. Il y a seulement des plans militaires, mais il n'y a pas de vision politique. Ce qui a expliqué les limites de la frappe de Shairat. Comme j'ai dit, la récente frappe change un peu les donnes. Et là, il faut voir aussi du côté syrien, qu'est-ce que l'opposition peut offrir comme action diplomatique auprès des Américains et auprès des Russes. Et ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, on peut développer. Cette aide ouverte et très généreuse au PID. Alors là, c'est un autre dossier avec la Turquie qui est très épineux. Entre parenthèses, quand je demandais à un des conseillers d'Erdogan, avec un langage très diplomatique, de m'expliquer le demi-revirement de la politique turque concernant la Syrie, il m'a dit il n'y a pas de demi-revirement du tout, il y a un revirement total. Alors il m'a corrigé à juste titre. Moi je voulais être diplomate. Je crois que c'est vrai que le PYD, plutôt les forces démocratiques syriennes, parce qu'il y a aussi des Arabes. Oui, oui, je sais. Là, il y a une tentative d'engager d'autres groupes comme les révolutionnaires de Raqqa, je ne sais pas comment on les appelait déjà, Abu Aïssa, pour avoir un peu une intervention plus arabe dans la libération de Raqqa. Il faut voir que pour libérer Raqqa, Tabqa, il y a eu un accord entre l'État islamique et les forces syriennes démocrates, PYD. PYD, ils ont compris comment profiter de la situation et ils ont le soutien russe, américain et du régime. Ça, pour le faire, il faut vraiment être très futé, parce que les autres groupes sur place n'ont pas réussi à le faire. La tentative maintenant de l'opposition, une partie de l'opposition, c'est d'engager des forces plus consistantes du côté arabe, notamment Jabhat Souar Raqqa, le front des révolutionnaires de Raqqa, et peut-être autres groupes entraînés pour faire taire les Turcs, parce que les Turcs veulent
maintenant, ils sont très révoltés contre ce qui se passe à Raqqa, autour de Raqqa. Il se peut que les Américains offrent aussi l'engagement des troupes pré-turques qui ont été à l'origine de la chute d'Alep, parce que Alep n'a pas été libéré, Alep n'a pas chuté, Alep a été livré. Oui, merci. Personnellement, je serais tenté de dire qu'il faut rester très, très, très prudent sur l'appréciation de la politique américaine. Je ne doute pas, parce que les éléments que tu as donnés coïncident aussi avec d'autres éléments, qu'il y ait un certain tournant sur la question syrienne. Mais par exemple, le durcissement du ton sur la question de l'Iran ne me paraît pas lié numéro un à la Syrie. Je crois qu'il y a, et c'est la seule chose claire qui sort du voyage de Trump dans la région, une volonté de bâtir de manière ouverte une alliance arabo-sunnito-israélo-américaine qui tranche effectivement avec ce qui était la politique d'Obama, mais aussi de Bush. Pas oublier que Bush s'en était pris aux Saoudiens comme responsable des attentats de septembre 2001. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Pour moi, la seule chose qui est claire, c'est cette vision d'une alliance que les Saoudiens ont acheté à un bon prix quand même. Parce que ces 380 milliards de dollars, c'est pas de la bagatelle, quoi. On est devant quelque chose de massif et qui était fait un peu pour effacer les ardoises antérieures. Mais si on regarde la partie israélo-palestinienne du voyage, on est frappé par sa vacuité totale. C'est-à-dire, Trump a fait des gestes non négligeables en direction des Israéliens, des gestes symboliques, mais quand il était à Bethléem, il n'a pas dit un mot de la colonisation, il n'a pas dit un mot des deux États, on ne lui a même pas parlé des prisonniers. C'était pas la préoccupation de Mahmoud Abbas, de toute évidence. C'est-à-dire, on est dans une espèce de régression très nette, je dirais, anté-Oslo de la politique américaine. Donc, quand on fait le bilan de tout ça, je crois que ça incite à être très prudent. Il y a un tout petit élément, et je termine, qui me paraît aller dans ton sens, c'est le fait que les Israéliens aussi ont commencé à frapper Bachar, ce qu'ils ne faisaient jamais. Il y a eu un certain nombre d'affrontements militaires. Bachar ou bien non, pas le Hezbollah. On savait depuis longtemps que les Israéliens saisissaient toute occasion de bombarder des convois d'armes en direction du Hezbollah. Mais là, apparemment, il y a eu des affrontements, y compris directs, y compris des affaires aériennes, d'avions, enfin... On sent quand même une tension qui n'existait pas chez les Israéliens, qui en gros, jusqu'ici, considéraient que Bachar était leur meilleur ennemi, et ça dure quand même depuis 1973, donc il n'y avait pas de raison de changer. Donc ça oui, je crois, mais pour le reste, vraiment, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une politique étrangère américaine. Je fais partie des gens qui croient de plus en plus qu'il y a un vrai problème de caractère médical avec Trump. C'est-à-dire, on n'a pas de vision, on n'a pas de comportement rationnel. La manière dont il a fait capoter le sommet de Taormina est quand même incroyable, quoi. Donc on a cette poignée de main virile censée écraser cet efféminé de Macron. Bon, tout ça ne donne pas la sensation d'une pensée cohérente, quoi. Ok. Je dirais un mot sur la France tout à l'heure. Oui, non, je vais... Après. Et mettre le point un petit peu sur la politique américaine après l'élection de Donald Trump. Moi, je vois cette politique d'un autre point de vue,
qui est plutôt très cohérente. Pourquoi? Trump, après son élection, la première visite à l'extérieur, c'était vers l'Arabie Saoudite. Il a conclu avec l'Arabie Saoudite et 55 pays arabo-musulmans un accord, 3 accords. Donc il y avait 3 accords militaires et puis de collaboration sur 10 ans, un engagement sur 10 ans, honoré par la somme de 460 milliards de dollars. Suite à cette tournée au Proche-Orient, il a basculé vers Israël afin de trouver une solution pour 2 États qui pourrait à terme le faire avancer dans ses convictions contre l'interventionnisme iranien dans la région. Parce qu'avant de conclure cette solution de 2 États, ça va lui être difficile d'avancer avec seulement l'Arabie Saoudite et les pays arabo-musulmans dans cette direction. La troisième chose, quand il a terminé sa retournée en Europe, c'était je ne vais pas dire un chantage, mais c'est-à-dire un va-et-vient avec lui et les Européens qui n'avaient pas très envie de le suivre dans cette aventure militaire. Donc ils ont essayé de lui imposer de respecter le Cap 21 et avec le coût financier qu'il en conclut. Lui, il leur avait sorti, avec la visite de Merkel aux États-Unis auparavant, la facture que doit l'Allemagne aux Américains, qui est de 360 milliards de dollars. Donc c'est un chantage entre les Européens et les Américains sur la suite des événements au Proche-Orient. Donc c'est pour ça que Donald Trump, selon mes analyses, il a fait pression sur les Européens en ne pas s'engager sur le Cap 21 parce qu'il y a des factures dues auparavant qui n'ont pas été payées. C'est d'où cette conclusion, on peut comprendre comment l'OTAN il a rejoint l'accord de Trump avec les pays arabo-musulmans sans pour autant une intervention militaire sur le terrain. Merci. Donc ce n'est qu'un début. On verra bien la suite. Concernant la personnalité de Trump, et ça nous donne un peu de visibilité. Il est imprévisible, il est versatile, et c'est très important. Et il n'est pas un politicien, c'est pas un homme politique, c'est un businessman. Donnant. Voilà. Une fois qu'on a compris cet aspect dans sa personnalité, c'est vrai qu'il y a des institutions aux États-Unis. Le président américain n'a pas toutes les mains libres, mais le pouvoir aux États-Unis est quand même présidentiel. Il a quand même des pouvoirs. S'il veut faire des choses, il peut. Salam a avancé une question qui est très importante, à mon avis, on ne s'est pas arrêté dessus. C'est que face à un homme d'affaires, l'opposition syrienne ou les Syriens qui sont en charge de l'opposition des affaires de la révolution syrienne doivent accompagner ces changements. Il y aura de toute façon, moi j'ai dit qu'il y a un changement, mais pas forcément dans le sens positif que nous souhaitons tous. Obama, il a abandonné complètement la question syrienne. Et tu disais, Farouk, au début, concernant les fours qui datent de 3-4 ans, les fours crématoires, et l'administration Obama a voulu étouffer, cacher cette vérité pour être tranquille, pour ne pas intervenir en Syrie. Et il y a un veto sur les armes de l'armée libre, sur la Syrie, et qui continue jusqu'à maintenant. Donc, moi je suis d'avis de dire, il est encore tôt de dire il y a eu un changement ou pas. Il y a eu un changement dans l'implication, certes. La frappe de Shairat
c'était un message aux Russes et à Bachar al-Assad, et aussi à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que sa popularité a augmenté à l'intérieur des États-Unis après la frappe de Shayrat. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans les décisions de Trump, à mon sens. Et donc, c'était un message adressé aux Russes, à la communauté internationale et à Bachar al-Assad. Attention, moi je ne suis pas Obama. Et d'ailleurs, il l'a dit. Moi je ne suis pas Obama. Mais c'était un message, une sorte de tirer les oreilles, mais ce n'est pas annonciatif de grands changements. Voilà, c'est mon opinion. Oui, merci. Il y a تحديدا بدي اعلق على اللي حكى سلام من شوي حول الوضع بشمال الرقة والعلاقة مع تركيا وهالقصص هاي. قصد on traduit au fur et à mesure. بدي اوصل الفكرة ما بعرف Tu peux إذا traduire. بعدين تختصرها انت. Hala, tu peux traduire s'il te plaît. C'est juste pour faire. Il voudrait éclaircir, préciser un point dans ce que Salam évoquait tout à l'heure au sujet des forces FDS ou PYD dans le nord de Raqqa, la bataille donc contre Daesh. قصد سياسيا الامريكيين ركبوها من مستويين ومن عنصرين. Ces FDS, donc Forces démocratiques syriennes, composées essentiellement ont été constituées par les Américains sur deux bases. البي واي دي كتنظيم سياسي وجناحه العسكري اللي هي وحدات حماية الشعب YPG. D'une part, le PYD, donc politique, et son aide militaire qui est les unités de protection de la population, je crois, du peuple. هذا الطرف الكردي. الطرف العربي اللي يسموه الامريكان بالخطاب الرسمي تبعهم التحالف العربي السوري Syrian Arab Coalition. Bon, ça, donc d'un côté le PYD côté kurde, l'autre composante qui est arabe, appelée donc Force arabe syrienne au sein des forces démocratiques syriennes FDS. اللي هو يتشكل من بقايا مقاتلين من الجيش الحر. Ils sont des restes d'une brigade de l'armée libre, de l'armée syrienne libre, à Raqqa. عمليا ما يسمى بالتحالف العربي السوري داخل قسد هو مجرد عنوان اعلامي. En réalité, la composante dite arabe syrienne au sein de ces forces démocratiques syriennes est pratiquement symbolique. والمجموعات العسكريه منه لا يسمح انه يكون كل مجموعه اكثر من 30 اكثر من 30 مقاتل. Et leur participation dans les combats atteint un maximum de 30 combattants. ممنوع يكونوا بمنطقتين متجاورتين، ممنوع يكون في بيناتهم تواصل على الارض. On interdit aux composantes arabes donc de se trouver dans deux zones voisines. وما لهم تواصل مباشر مع التحالف، بمعنى انه ما لهم تغطيه جويه مثل اليابيجي. بالتالي هن بدهم يطلبوا من الاكراد من اليابيجي هي اللي تطلب من التحالف. En même temps, ils n'ont pas de lien direct, de connexion directe avec la coalition, c'est-à-dire que si jamais ils ont besoin d'une couverture aérienne ou d'une action quelconque, ils sont obligés de passer par la direction kurde du PYD pour communiquer avec les forces de la coalition. واخيرا ما في اجنده سياسيه الا اجنده البي واي دي اللي هي يعني نوع من التفاهم مع الامريكان، بمعنى حتى لو صار المكون العربي بقسد 90% يبقى ما له اي تاثير لانه مو مستقل عسكريا، وايضا الاجنده السياسيه هي للاكراد بالتفاهم مع التحالف. Le seul agenda politique qui est dans ces forces démocratiques syriennes est l'agenda kurde, et même si sur la question du nombre, même si les forces combattantes, les composantes atteignent 90% d'Arabes, la décision et l'agenda et la direction continuent à être dictés par le PYD. بعطي مثال ذكروا سلام عن جبهة ثوار رقة اللي هي حاليا مو موجودة إلا كعنوان.
جبهة ثوار رقة تشكلت بعد دخول القوات الكردية لتل أبيب، وهي من أبناء منطقة تل أبيب. تشكلت يعني خلال شهر واحد من حوالي 4500 مقاتل. Un exemple, c'est les forces révolutionnaires de Raqqa, la brigade révolutionnaire de Raqqa, qui sont basées donc au nord, à Tal Abyad, au nord de Raqqa, qui était composée de 4500 hommes. تم تفتيتها مباشرة وتم عزلها، وقادتها اللي شكلوها هربوا إلى تركيا. Cette brigade a été complètement démantelée et ses principaux fondateurs ont été exilés en Turquie. ما بقي إلا مجموعات، واحدة منها تحمل اسم الجبهة اللي هي ما تجاوز يعني 30 مقاتل، والآن قائدها معتقل عند البيادين. Il n'y a plus que de tout petits groupes, un maximum d'ailleurs d'une trentaine, qui portent encore le nom des révolutionnaires de Raqqa, mais dont même le chef a été arrêté et envoyé en Turquie. Merci. Merci, je suis assez d'accord avec votre interprétation de la frappe américaine sur Charlie Hebdo, au sens où Trump, manifestement, a voulu d'abord dire « je ne suis pas Obama », et puis peut-être aussi, symboliquement, montrer la capacité des États-Unis à remettre les pieds dans le dossier syrien, quitte, si nécessaire, à utiliser la force pour faire valoir leurs intérêts. Je pense que c'est le message qui est passé, à mon avis, j'ai vu comme ça. Après, pour quels effets réels à la suite de cela, à ce stade, je m'interroge aussi. Il y a un point qui m'intéresse, d'ailleurs je suis preneur d'informations, d'interprétations sur ce point, c'est l'offensive qui a lieu actuellement aussi dans le sud du pays, où, si j'ai bien suivi, dans le sud-est, des forces de l'opposition, a priori de la mouvance de l'armée syrienne libre, si j'ai bien suivi, assez fortement soutenues par la coalition internationale, notamment les États-Unis, visiblement assez bien armées, avec une présence militaire américaine autour d'Al-Tanaf, si j'ai bien suivi aussi. Donc une offensive qui progresse vers l'Est, et qui a l'air d'inquiéter aussi le régime, puisqu'elle est prise à revers par l'Ouest, par les forces pro-régime. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de course au désert, autour de laquelle je m'interroge. Est-ce qu'il s'agit simplement de lutter contre l'État islamique et de faire reculer l'État islamique, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'avancer des positions de la part des États-Unis et de ses alliés dans cette région-là, région où passe une route qui fait partie de l'axe Iran, Irak, aussi le Liban. Voilà, donc je m'interroge sur aussi cette offensive, ses objectifs réels, et je pense que ça pourrait être intéressant de peut-être en savoir un peu plus et de s'interroger là-dessus. Ok. Tu voulais dire un mot, Saddam, sur ça? Juste répondre à cette question. Il y a deux opérations militaires dans le sud, une à Daraa et l'autre à l'est, vers le désert. Et ce sont deux opérations complètement différentes. À Daraa, ce qui se passe maintenant à Daraa, l'avancée de l'armée libre, le front du sud, c'est pour déconstruire la légende qui voulait dire que le front du sud ne peut rien faire que en suivant les ordres de ce qu'on appelle le MOM, ou les Américains et les Jordaniens. Parce que les Jordaniens et les Américains ne sont pas du tout contents de l'avancée de l'armée libre à Daraa. Maintenant, à Daraa, l'armée libre a pris Al-Meshriye, c'est-à-dire elle est en train de contrôler l'ensemble de la ville. Ça montre aussi que malgré la pression exercée par la Jordanie et les Américains sur le front du Sud, il y a quand même une décision syrienne. Ça, il faut le mettre en perspective. Concernant l'Est, la zone désertique, ça, c'est tout à fait une implication des Américains et de l'armée jordanienne. C'est pour ne pas permettre cet accès direct entre Damas et Bagdad que le convoi essayait d'établir. Quwat Souria Jadid, qui se base à Tanaf, et comme vous dites, est équipé et contrôlé équipé surtout et soutenu par les Américains et les Jordaniens. Et c'est une opération qui ne va pas en harmonie avec ce qui se passe à Daraa.
Merci. Tous les bombardements, on va passer à qui ont été faits et qui sont faits. D'être assis sur un groupe, une minorité ou quelques minorités confessionnelles qui ne lui assurent pas une majorité démographique malgré les liaisons qu'il entretient avec notamment des notabilités sunnites ou même le sous-prolétariat sunnite dans certaines régions. Donc il y a ce malaise. La solution, elle existe, c'est donc le nettoyage ethnique, comme ça s'est pratiqué dans notre région en Palestine en 1948, où une population a presque totalement remplacé une autre population. Maintenant, même si c'était dans ses intentions, je pense qu'il se trompe, parce que le déséquilibre des forces démographiques est tel qu'aujourd'hui, le rééquilibrage avec 6 à 7 millions de réfugiés syriens à l'extérieur, essentiellement originaires des communautés sunnites, est insuffisant pour fabriquer une majorité alaouite et même une minorité substantielle. La proportion de alaouites aujourd'hui en Syrie a dû augmenter de 3 à 4% en pourcentage. Et donc c'est insuffisant pour réaliser ce rééquilibrage tant voulu. Maintenant, pour les déplacements internes. Les déplacements internes, j'ai quelque chose qui me turlupine, je me parviens. Moi, je pense fondamentalement qu'aussi bien le pouvoir que l'opposition veulent toute la Syrie. Ils ne veulent pas une partition de la Syrie. Personne ne se contentera de morceaux de Syrie. Et donc, ça me mettrait mal à l'aise ces échanges de population qui ont eu lieu de la route de Damas vers Idlib, etc. Je ne parviens pas à les interpréter. Puis un dernier mot, c'est que l'apport des chiites d'Irak ou des chiites d'Iran et les naturalisations qui ont lieu ne jouent aussi qu'à la marge. Il ne faut pas être dupe. Il y a quelques milliers, quelques dizaines de milliers, disons, de chiites qui prennent aujourd'hui la nationalité syrienne, mais c'est rien comparé à l'océan de la population syrienne qui est essentiellement composée de sunnites. Donc voilà pour introduire le débat. Oui, mais est-ce que par exemple, il n'y a pas quelque chose de très inquiétant d'aller rassembler tous ces gens dans une province qui est Idlib et qui est tenue, comme on sait, par des forces djihadistes, enfin la force militaire principale là, est djihadiste, et que dans l'évolution, dans les événements qui vont venir, on peut dire, voilà, il y a la Syrie utile, et même maintenant l'Est peut basculer du côté du pouvoir, et là il y a une sorte d'émirat islamique sunnite, arriéré, isolé du monde entier, qui est une source de terrorisme, etc. C'est-à-dire, pourquoi déplacer tous ces gens vers cette région? Pour tous ces gens, ce n'est pas des dizaines de milliers, ce n'est pas des centaines de milliers qui ont été déplacés. Donc ça joue sur de petits nombres, les déplacements. Enfin, toute la population de Daria, de Hamadamieh, une bonne partie de Hamas maintenant, et non, quand même. Oui, en tout cas, dans l'autre sens, ce n'est pas le cas, parce que les 3 ou 4 villages chiites n'avaient pas... Non, mais là, c'est des milliers de personnes, c'est pas énorme. Mais Zabala a quand même été une... Donc, il y aurait un plan de partition délibéré? Non, ce sont des... Je veux dire, il y a des faits inquiétants qui attirent l'attention et je pose des questions. Je ne donne pas de réponse. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Sur la question de déplacement de population vers la zone d'Idlib. Un peu plus fort. Sur la question des déplacements de population systématiques vers la zone d'Idlib, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je crois qu'il y a une constante dans la stratégie militaire du régime et de ses alliés, qui a été utilisée à Homs, qui a été utilisée à Alep, qui a été utilisée dans d'autres villes, si je ne fais pas erreur, c'est de laisser systématiquement un espace libre vers lequel on repousse, on rassemble les combattants, leurs familles, la population,
une fois que cet effet a été atteint, on évacue cette zone. Et en voyant cette stratégie de déplacement de population vers la zone des libres, je me dis, est-ce que c'est pas la reproduction à une échelle plus large d'une stratégie de ce type? Voilà, je ne sais pas, mais je trouve ça assez inquiétant, effectivement, de déplacer tous les opposants dans la même zone. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voilà, point d'interrogation, mais j'ai fait ce parallèle. C'est l'un de mots. Je crois qu'il y a un changement démographique qui va se passer au niveau économique. Au niveau économique plutôt que communautaire, c'est-à-dire Alep Est qui a été entièrement détruite, ou surtout la vieille ville. Il va y avoir un plan de reconstruction à la solidaire. On va proposer aux gens de racheter leur part. Et s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils acceptent le prix imposé par le reconstructeur et qu'ils s'en aillent. Et c'est là le changement qui va être dans le tissu citadin d'Alep, le tissu urbain de la ville. Je ne pense pas que le changement prévu par l'État ou le régime se pose surtout sur la question confessionnelle. C'est plutôt, il va y avoir un changement réellement économique. Les faubourgs de Damas qui ont été détruites, ils vont être reconstruits d'une manière beaucoup plus moderne, et la population de ces faubourgs ne pourront jamais y retourner. La spécialité. Oui, c'était la nettoyage. Quand j'entends Youssef, je me pose quand même une question. J'entends bien, il y a des petites quantités de gens, mais il y en a quand même 5 millions qui sont partis à l'étranger. Et là, on n'est pas dans les petites ou 6 millions. Donc là, on est dans un déplacement massif qui joue sur les équilibres démographiques majeurs du pays. Donc là, c'est pas des petits nombres. Oui, d'accord, mais enfin 6 millions qui ne sont plus là, ça compte là. Et exposé, il y a vraiment dedans en partie de la vérité. Ça veut dire que le régime il travaille vers un changement démographique, et ça on voit toujours le déplacement de population en dehors de l'importance de ce déplacement, l'importance du nombre de personnes qui sont déplacées, mais il y a une politique de nettoyage. On ne peut pas discuter ça parce que c'est réel. Est-ce qu'il va donner un effet tout de suite? Est-ce qu'il va donner un effet sur le temps? Ça, c'est l'avenir qu'il va nous dire. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'est pas à notre exemple. Ça veut dire, dans les zones où les personnes rebelles, entre parenthèses, obligées de se déplacer, c'est des zones contrôlées par des groupes djihadistes, salafistes, déjà isolés du monde extérieur. Pour moi, les choses que je pense qu'il faut faire pour l'avenir, c'est d'obliger ces personnes à déplacer vers l'extérieur même, à détruire, ou même vers l'extérieur, à exterminer, on va dire, des grands massacres qu'il faut se faire dans les zones de trêve au nom de la combat contre le Nusra, contre le Daesh, contre le Ahrar Sham. Il y a un vrai danger dans ce nettoyage. Même le Ghouta, même Douma, il y a des zones contrôlées par des groupes, ils n'ont rien à voir avec la rebelle, avec la révolution, avec les idées de la révolution syrienne, sont vraiment des seigneurs de guerre. Les seigneurs de guerre, quelquefois, on demande est-ce qu'ils n'ont pas des contacts sur la table avec le renseignement du régime d'Assad. Parce que les combats qui étaient faits entre les fractions, les centaines de victimes et la population, la souffrance de la population, il n'y a pas un autre exemple. C'est ça le danger. Pour ça, je pense que les activistes, entre parenthèses, de la révolution syrienne, les activistes civils étaient obligés d'écouter la vie. Ils ont le choix entre être contrôlés par le régime et de mourir sous la torture chez le régime, ou être pris par les fractions, entre parenthèses, djihadistes, et être torturés aussi, exterminés par ces groupes. C'est ça le danger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Il faut vraiment qu'on mette la lumière sur cette histoire, et il n'y a aucun sort possible dans le bon sens s'il n'y a pas de changement dans les zones entre parenthèses libérées. Merci beaucoup. Autre question, intervention? Oui, justement. Oui, justement. Moi, je suis d'accord avec Farouk de dire
il faut se poser la question. Il ne faut pas minimiser, comme le monsieur a dit. Et c'est quand même, c'est des centaines de milliers. Ça avoisine de 2 millions de déplacements. Et il y a une déportation de population forcée, et ça c'est calculé. Et j'écarte pas l'idée qu'il a émis Saddam, c'est-à-dire il y a aussi des données économiques, parce que vous vous souvenez, ils ont eu des négociations pour les commerçants de Damas pour vendre presque obligés leurs magasins. Ceux qui ont refusé, tout d'un coup, ils ont vu leurs magasins brûlés. Donc il y a une volonté vraiment de changer, pas forcément sur une base confessionnelle, mais sur une base pro-régime. Clientélisme, même confessionnel, tout un mélange, mais c'est un phénomène qu'il faut s'en inquiéter, et à mon avis, il ne faut pas minimiser ce phénomène, c'est grave. C'est pour cela, et je termine, les États-Unis, ils ont reculé, parce qu'au début, les déportations se faisaient sous l'égide des Nations Unies. Et après, il y a eu quelques juristes qui ont dit, attention, ce sont des choses, des crimes de guerre. Et les États-Unis, les Nations Unies, ils se sont mis à l'écart dans ces déportations. Et ça s'appelle des déportations à base confessionnelle, quoi qu'on dise. Qui se trouvent 10 ou 20 ou 100. Et c'est ça la vérité. Merci. Je voulais c'est quelque chose de... Non, je veux dire, là, il y a beaucoup de choses qui se posent à propos d'Astana. D'abord, est-ce que... D'abord, bon, on sait que le soi-disant cessez-le-feu qui a été négocié au début par les Russes et les Turcs, bon, et puis on a ouvert à l'Iran, c'est-à-dire l'Iran qui est partie prenante et la principale, peut-être c'est la principale partie en Syrie aujourd'hui du côté du régime, est garante d'une zone de désescalade. Bon, je veux dire, il y a là, comme je dis au début, un recul très sérieux. Mais aussi, il y a un véritable danger pour toutes ces régions, pour les quatre zones de désescalade, et surtout qu'on a complètement gommé toutes les revendications, les autres revendications, et tout ce qui est politique, c'est-à-dire, parce que là, on ne parle que de choses sécuritaires, bon, avec aussi un aspect humanitaire, comme quoi, dans ces zones, on laisserait passer les convois humanitaires, surtout les besoins qu'on assurait les besoins médicaux de la population, etc. Mais tout cela est laissé à la merci des trois forces militaires des garants, et cela dit et tout cela sans la présence d'ailleurs de l'armée syrienne en principe. Mais il y a une phrase dans l'accord, dans le mémorandum, qui est très inquiétante, qui dit « Il n'est pas impossible d'intégrer une troisième force ». Je ne sais pas si tu as remarqué ça dans la lecture de trucs. Il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle force qui interviendrait en plus des trois pays en France. Bon, donc tout ça est inquiétant, et à mon avis, ça mérite aussi... on verra plus clair quand on verra les cartes. Donc dans quelques jours, quoi, avant la fin de la semaine prochaine, puisqu'ils vont dire quelles sont les cartes des zones de désescalade en général et à l'intérieur de ce qu'ils appellent les zones sécurisées. Oui. Astana, à l'origine, c'était pour saboter le processus de Genève. À savoir, le processus de Genève n'était pas très réussi, mais Astana est venu pour saboter le processus de Genève. Les groupes armés qui ont accepté d'y participer 27. ont été obligés par leur bailleurs de fonds, par leur chef réel, par les États à qui ils dépendent. Tous ces groupes armés qui ont participé ont été délégitimisés par leur base. Mais ils étaient obligés. Ils savaient que l'Iran était impliqué. Et la mise en scène qui a été montrée à la télé, comme un représentant s'est levé, il a crié « J'accepte pas que l'Iran soit garante », c'est vraiment ridicule, parce qu'ils savaient très bien où ils sont.
où ils étaient, avec qui ils traitaient. Et Farouk, tu as dit que l'aspect politique n'a pas été traité. Malheureusement, il l'a été. Les Russes ont proposé la première version de la Constitution à Astana. Au début. Au début. Pas dans la dernière réunion. Non, pas la dernière réunion. Et c'était aussi ridicule de la part des Russes. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, que bon, finalement, c'était quelque chose de très raté. Maintenant, il y a deux processus, celui d'Astana et de Genève. Et les deux n'aboutiront pas à grand-chose. Il y a d'autres négociations qui se déroulent avec d'autres acteurs, avec d'autres représentants de l'opposition syrienne et des forces influentes sur la région, dans la région, et on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Mais Astana et Genève, c'est, pour répéter la chose que j'ai dite il y a quelques mois, c'est dans la volonté de la palestinisation de la question syrienne. Négocier pour négocier. C'est-à-dire, oui, le processus n'est pas la peine. Voilà. Non. Autre principe, les réactions étaient le rejet de la part de l'ETLAF, de la coalition des forces de l'opposition, du haut comité des négociations, mais aussi du PID. Parce que justement, le PID était inquiet par la présence turque, bien sûr, comme partenaire principal dans Astana. Bon, et plusieurs groupes militaires ont marqué juste une réserve en disant on ne se retire pas d'Astana, mais on n'est pas très content. Grosso modo, c'est bon, mais je suis entièrement d'accord personnellement avec ce que tu as dit. Alors, des interventions, allez-y. Pardon, à chaque fois c'est moi qui... C'est pour ça que je l'ai. Bon, moi je pense que Astana, c'était une répétition, ce qui s'est passé après Genève. On a eu Vienne pour essayer de le plafond baisser le plafond. Voilà, baisser le plafond des revendications. Et Astana, c'était trois buts, comme à juste titre tu l'as dit Farouk, c'était cesser le feu au début de Astana Wahed, Astana 1, cesser le feu, après desserrer les villes assiégées et faire entrer les aides humanitaires à la population. Troisième volet, c'est la libération des prisonniers politiques. Et on en est au premier, et le cessez-le-feu s'est transformé en des escalades, comme ce qui me vient à l'esprit, c'est pour cela que je fais le parallèle entre Genève et Vienne, parce qu'avant c'était un gouvernement ou une autorité. Voilà, après on est devenu un gouvernement d'union nationale, etc. Et d'ailleurs, un russe, responsable russe, après Genève 6, et il a dit que Genève, c'est mort. Et là, je rejoins Salam, il dit, c'est vrai, on a l'impression qu'on voulait remplacer la légitimité, entre guillemets, de Genève par Astana, mais je pense que la communauté internationale, les Américains ont parlé de la position, ils ne sont pas d'accord, et les Européens ne sont pas d'accord, ils veulent donner une légitimité à Genève. Voilà. Il y a un problème du côté de l'opposition syrienne, c'est qu'ils pensent, quand ils négocient, c'est qu'ils sont devant un tribunal et défendent leurs droits. Dans les négociations, ce n'est pas un tribunal, on ne doit pas jouer l'avocat, et l'intermédiaire n'est pas un juge. Négociation, c'est tout à fait différent. Et le problème, c'est quand je constate comment certains exposent leurs droits légitimes, ils peuvent l'exposer dans une assemblée populaire, ils peuvent l'exposer dans un lieu peut-être acquis. Se désengager de Syrie en trouvant une solution politique. D'un autre côté, on nous a dit que Trump était tout à fait imprévisible et qu'il ne pouvait absolument pas fournir de solutions, de stratégie à moyen et à long terme. L'Europe est aussi totalement impuissante, ce qui fait qu'aujourd'hui on revient le conflit syrien redevient essentiellement un conflit entre les Syriens
et que les protagonistes extérieurs vont être amenés à réduire leur voilure. Même pour les Iraniens, je pense aussi qu'ils ne sont pas tellement ravis d'être embourbés dans ce milieu. Bon. Donc, au fond, oui, tout à fait au fond. Moi, c'est plutôt un conseil qu'une question. Patrice Barra, j'avais lancé en début d'année une émission qui s'appelle Syrie Maintenant. J'ai été souffrant, j'ai pas pu la continuer. Mais j'ai envie qu'elle continue même sans moi. Là, je dois continuer de me soigner. Allah travailler avec moi, Chadi, Patel, Salam est passé dans l'émission à Jean-Pierre Clégu. Et donc, je cherche en fait une équipe de gens, d'autres journalistes pour continuer cette émission qui avait un rythme hebdomadaire. Il y a une équipe autour, hein, mais je voudrais savoir si ça a du sens de continuer selon toi, Farouk, Salam, qui la connaissait. Je crois que oui, parce qu'avoir un rendez-vous régulier qui donne une information ou un éclairage indépendant, ça peut aider les gens à l'intérieur comme à l'extérieur à fédérer leur vision, à avoir un lieu intègre en tout cas. Voilà. Ok, donc, merci. Volontaire. Très bien. J'ai dit au début qu'on pourrait peut-être dire quelques mots sur ce qu'on peut s'attendre, disons, comme politique française au Proche-Orient après l'élection de Macron, et ce que révèle d'ailleurs la campagne présidentielle et déjà aussi la campagne législative comme discussion, comme prise de position dans les différents partis, les différents groupes. Alors Dominique. Oui, juste un droit de suite sur tout à l'heure. Jamais l'expression deux États n'a été prononcée pendant le voyage de Donald Trump au Proche-Orient. D'ailleurs, jamais lui-même ne s'est engagé sur les deux États. Oui. La seule chose qu'il ait dite, c'est un État, deux États, si ça vous va, ça me va. Ce qui n'est pas vraiment une politique. Oui. Alors, ce que je voulais dire, la première chose, c'est que, on s'en est tous rendu compte, mais peut-être on ne l'a pas formalisé, c'est la première fois depuis la fin du communisme que la Russie est omniprésente dans un débat présidentiel. Et c'est quand même un fait important. Je ne dis pas la Syrie, mais la Russie. Alors, il y avait 3 candidats clairement pro-russes. 7. Non. Il y a des petits aussi. Oui, oui, des petits. Oublions Asselineau parce qu'il est payé pour faire ça. C'est autre chose, Asselineau. Non, il y a évidemment Marine Le Pen, chez qui c'est en termes d'alliance que ça se pose. C'est pas seulement du pragmatique. Elle est d'accord avec la vision réactionnaire, raciste, homophobe, etc., qui est celle de Poutine. Et à ça s'ajoute quand même l'intérêt de toucher quelques millions d'euros de la part des banques russes. Visiblement, la défaite de Marine a provoqué quelques troubles, puisque les banques qui lui avaient prêté en 2014 lui réclament 9 millions d'euros. Tout le monde lui réclame de l'argent, cette pauvre femme. Ça va être dur pour elle. Deuxièmement, on avait Fillon. Je dirais c'était plus la tradition gaulliste dans la manière dont il s'exprimait sur la Russie, plus une sympathie personnelle acquise dans le travail commun entre les 2 premiers ministres, puisqu'ils étaient premiers ministres à l'époque. Et puis il y avait évidemment Jean-Luc Mélenchon, autour d'une logique, je dirais, de guerre froide, quoi. C'est-à-dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et je bâtis avec ça une logique. Je note quand même qu'après des prises de position extrêmement claires, y compris de soutien à Bachar al-Assad, dans des émissions de télévision de grand public, il avait quand même pris de la distance avec son discours au meeting du Havre, quelques jours avant le premier tour. C'est important de le noter. D'où la surprise qu'on a eue les uns et les autres en voyant que pour les législatives, la France insoumise avait investi, donnait son investiture comme suppléante à Adeline Chenon-Ramlat dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. À Neuilly. C'est Laurent Bonnefoy qui est tombé là-dessus. Du coup, on a été pas mal à y consacrer des pages
Facebook, moi j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'était pas une pro-Bachar parmi d'autres. C'est un pilier de la propagande du régime, avec son blog depuis 2010. Depuis 2010, avant donc 2011, et qui dure encore aujourd'hui sur Mediapart. Et puis l'opération très réussie qu'elle avait faite en manipulant Patrick Boité, en faisant un œil sur la planète absolument stupéfiant. Alors je connais Boité, moi ça m'avait vraiment surpris, mais visiblement elle est douée quoi, pour manipuler les gens. Et donc au bout de quelques temps, on s'est aperçu que le nom d'Adeline Chenon-Ramelin avait disparu dans la liste des investitures. Donc comme je voulais être sûr, j'ai pris ma plume, ma plus belle plume, et j'ai écrit des emails à deux dirigeants de premier plan, pas Mélenchon, de la France Insoumise, en disant, bon, est-ce que vous l'investissez, vous ne l'investissez pas, vous savez très bien que moi je déteste votre politique syrienne, mais enfin là c'est pas un problème de on aime ou on n'aime pas la politique syrienne, c'est que vous investissez un agent de propagande du régime, donc ça a un sens autre. Et dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai eu des réponses de l'un et de l'autre, me disant non, c'était un bug, on ne savait pas qui c'était, et donc effectivement, elle ne figure plus, elle a été remplacée par quelqu'un d'autre. Ce qui me paraît extrêmement intéressant à ce petit niveau, ça tout compte, parce que ça veut dire que les gens de Mélenchon ne peuvent plus soutenir ouvertement la politique qui était encore la leur il y a quelques mois. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas même investir comme suppléant dans une petite circonscription qui n'est pas gagnable, quelqu'un comme ça. Donc ça veut dire que peut-être quelque part, les rapports de force, y compris chez eux, en interne, ont bougé, et c'est important pour la suite, parce que c'est quand même, dans tous ceux à qui nous avons affaire au quotidien, ceux qui sont les plus hargneux souvent sur la question syrienne. Le responsable des affaires internationales. Alors ce qui est très intéressant, oui, tu fais bien de me le rappeler, dans sa lettre, parce qu'elle était furieuse évidemment, elle a fait une lettre ouverte à Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc le texte n'a aucun intérêt, elle est très fâchée, on la comprend, la pauvre. Mais elle dit quelque chose d'incroyable, elle parle de George Kuzmanovic, qui est le responsable international de la France Insoumise. Pour les amateurs, c'est un homme qui a fait 12 ans comme officier de l'armée française, y compris, il a mené de la guerre psychologique en Afghanistan. Ça donne quand même une idée du bonhomme. Il est serbe, ce qui n'est pas en soi ni une qualité ni un défaut, mais il semble qu'il était très pro-serbe aussi à l'époque. Et elle dit, elle le dénonce quoi, en clair, c'est pas bien. Elle dit Kuzmanovic connaît très bien mon travail et c'est la lutte que je mène depuis plus de 7 ans pour que l'information au sujet de la Syrie retrouve un peu de décence. Et il explique que Kuzmanovic l'avait aidé pour l'investiture et allait la défendre devant les instances. Donc ça confirme, les gens nous disaient mais non, Kuzmanovic n'est pas un homme engagé sur cette question. Oui, il est engagé à fond du côté de la dictature. Merci, Dominique. Quelqu'un... Sur la Palestine, honnêtement, Macron a tenu un seul discours clair. C'était à Mediapart, la veille du second tour, où il a dit, l'avant-veille, oui, tu as raison, je ne suis pas pour la reconnaissance bilatérale de l'État de Palestine parce que ça ne servirait à rien. Après quoi, il a fait quelques phrases qui étaient en soi des phrases tout à fait sympathiques, sur le refus de la colonisation, la nécessité de relancer la lutte pour les 2 États. Donc c'était pour moi quelque chose qui était du domaine du... Comme beaucoup de domaines. Voilà, un peu en même temps. Sur la Syrie, j'ai pas entendu du tout de en même temps. Mais ce que j'ai entendu tout du long, c'est une distance extrêmement forte à l'égard de Poutine. Ah oui, et je crois que c'est le seul de tous les candidats, qui a dit clairement, nous ne pouvons pas accepter
ni ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée, ni ce qui s'est passé en Syrie. En même temps, il y a eu je parlais des grands candidats. En même temps, il y a eu cette information d'une journaliste quand même bien informée, Randa Taïdine, comme quoi il s'apprêterait, enfin que le ministre des Affaires étrangères serait pour le rétablissement, de l'ouverture, la réouverture de l'ambassade à Damas. Et bon, moi j'en doute, mais bon, l'information a été publiée. Oui, mais le démenti a été publié. Oui. Tout de suite, Démenti par le ministère des Affaires étrangères. En tout cas, avec aussi le chef de cabinet du ministre, qui est quelqu'un de bien, Emmanuel Bonne. Bien sûr. Donc je doute fort qu'il y ait ces intentions. Je crois comme par rapport à Macron et la Syrie, et s'il arrive à renforcer l'axe politique de l'Union européenne, qui est inexistante, peut-être l'Europe pourra jouer un rôle quelconque pour équilibrer un petit peu la polarisation russo-américaine. Et dans le papier que l'Europe a intitulé le non-papier pour la Syrie, qui a été distribué aux négociateurs, il y a du nouveau par rapport au discours européen. Il y a du nouveau et on voit très bien l'impact de la France dedans, de l'axe franco-allemand plutôt, pas de la France seule. Alors tout dépend de ce renforcement de l'axe politique européen. Parce que l'Europe est très présente dans le conflit syrien au niveau de l'aide humanitaire, au niveau de l'appui et l'entraînement de la société civile, mais au niveau politique, l'Europe était complètement absente. Là, je crois que la rencontre entre Macron et Poutine qui aura lieu demain à Versailles, c'est pas... Elle a été un peu critiquée, à juste titre, mais je crois que c'est tout à fait... D'abord, la France n'est pas en guerre avec la Russie, et c'est dans notre intérêt que s'il y a un discours clair et ferme de la part de Macron avec l'appui européen, parce que s'il est seul, il ne pourra jamais produire ce discours, ça nous aidera plus qu'autre chose. Oui. Il faut ajouter, excuse-moi. Moi, personnellement, je trouve que dans la manière dont les choses se sont installées, c'est très habile de voir Poutine maintenant. Oui. Parce que Poutine a deux gamelles qui sont des gamelles incroyables du point de vue de la politique internationale. C'est le soutien ouvert à Marine Le Pen, qui n'est quand même pas dans la tradition. Même les soviétiques ne faisaient pas des choses comme ça, quoi. Et deuxièmement, c'est la manière dont la presse russe a traité Macron. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. C'est stupéfiant. Oui. Donc, il y a une grande habileté à saisir Poutine quand il est en position un peu difficile face à Macron, quoi. Et je crois que il faut être très attentif. Moi, je suis aussi très énervé, évidemment, par la politique de la Russie, ça va de soi. Mais cet énervement justifié ne doit pas nous faire perdre de vue qu'en même temps, c'est un très grand pays et que pour la France, ne pas avoir des relations normales avec la Russie, même si elle est faible économiquement, même si elle est démographiquement... D'accord, mais quand même, on doit, pour des raisons d'équilibre global, on ne peut pas avoir de très bonnes relations avec les États-Unis et pas de relations avec la Russie, quoi. Ça n'a pas de sens. Merci, Dominique. Voilà. Juste un mot. Pour la Russie, bien sûr, personne, aucun Syrien contre la Russie. On est contre Poutine. Ce qu'il fait, c'est un criminel de guerre.